Ce n'était pas censé se passer comme ça. Un parti qui mise tout sur la peur découvre que la peur ne gagne plus les élections. Voilà la contradiction au cœur de ce qui vient d'exploser au Texas. 2 élections spéciales, un territoire historiquement rouge et un avertissement public venu de l'intérieur même de l'écosystème conservateur. Un journal du groupe Murdoch titre noir sur blanc que la stratégie de déportation massive portée par Stephen Miller est en train de se retourner contre les républicains dans les urnes. Ce n'est pas une attaque de l'opposition, c'est un signal interne. Et si tu penses que c'est juste une querelle politique de plus, détrompe-toi. Ce qui se joue ici influence qui gagne, qui perd et surtout quelles politiques deviennent acceptables demain. Quand une stratégie commence à coûter des sièges, quelqu'un doit payer le prix. La question n'est pas de savoir s'il y aura un responsable désigné. La question est de savoir pourquoi ce nom commence à circuler maintenant et ce que cela révèle sur la suite. Parce que c'est ici que l'histoire commence à basculer. Ce que l'on sait factuellement, c'est ceci. 2 élections spéciales viennent d'avoir lieu au Texas et les résultats ont été qualifiés de désastreux pour le Parti républicain. Un district sénatorial dans le comté de Tarrant, le plus grand comté rouge du pays, a basculé après 50 ans sans victoire démocrate, alors même que Donald Trump y avait gagné avec 17 points d'avance en 2024. Et presque immédiatement, des voix républicaines ont commencé à pointer du doigt une stratégie précise. La ligne dure sur l'immigration associée à Stephen Miller. Mais voici la partie que beaucoup évitent de regarder en face. Ce n'est pas présenté comme un accident isolé. Le Wall Street Journal, un journal détenu par Murdoch, publie un article affirmant que la stratégie de déportation massive se retourne contre le GOP dans les urnes. Ce n'est pas une critique morale, c'est un calcul électoral. Quand un média allié commence à envoyer ce type de message, ce n'est pas pour informer le public, mais pour alerter le pouvoir. Alors la vraie question devient, est-ce que cette défaite est un simple avertissement ou le début d'une rupture beaucoup plus large? C'est là que le dossier commence à se charger de preuves concrètes. Tu veux que je continue à la prochaine partie? Il y a une affirmation forte qui circule en coulisses. Et elle est simple. La stratégie de communication associée à Stephen Miller est en train de devenir un handicap électoral. Et ce n'est pas une impression vague. Elle s'appuie sur des éléments précis, visibles, publics. Stephen Miller publie un message affirmant que pendant des générations en Amérique, la politique a été que toute personne pouvant bénéficier économiquement en venant aux États-Unis pouvait le faire, exercer le droit de fonder une famille et que leurs enfants deviendraient un citoyen à la naissance. Ce texte est réel, il est en ligne et la réaction a été immédiate. Pas de la gauche institutionnelle, mais de l'opinion qui lit entre les lignes. Ce que cela signifie est plus important que le tweet lui-même. Le message censé durcir la base expose en réalité une vérité constitutionnelle que beaucoup considèrent comme un pilier du pays. Et au lieu de mobiliser, il cristallise le rejet. Mais remarque ce qui manque dans cette défense. Aucune tentative de modération, aucun ajustement de ton, aucun recul stratégique. Et c'est précisément ce silence qui va permettre à la situation de s'aggraver beaucoup plus vite que prévu. À partir de là, tout s'accélère. Après ces défaites, la question ne reste plus confinée aux réseaux sociaux ou aux talk shows. Elle remonte directement dans l'appareil politique et médiatique. Le débat n'est plus « est-ce que cette ligne est trop dure ?» mais « pourquoi répéter une stratégie qui a déjà provoqué un tsunami électoral ?» Ce n'est pas une théorie, c'est un précédent. En 2018, Stephen Miller avait déjà poussé une stratégie similaire en faisant exploser un compromis bipartisan sur l'immigration au Capitole. Le résultat avait été mesurable. Cette année-là, le Parti républicain a perdu 41 sièges à la Chambre. Pas une défaite serrée, une vague. Et aujourd'hui, les signaux commencent à ressembler dangereusement à ce schéma. Voici le basculement subtil. Ce qui était présenté comme une posture exceptionnelle devient une routine. Des quotas d'arrestation, une rhétorique de confrontation permanente. Des scènes normalisées qui, il y a quelques années encore, auraient choqué une majorité d'électeurs. Quand une stratégie cesse d'être choquante et commence à être attendue, elle perd sa force politique. Et c'est là que le système commence à se retourner contre ceux qui l'ont créé. Parce qu'à ce stade, le problème n'est plus l'image. C'est la mécanique elle-même.
Ce n'est ici que les éléments deviennent plus difficiles à ignorer. Selon l'article cité, Stephen Miller a ordonné à l'appareil de l'immigration de remplir un quota précis, 3 000 arrestations de migrants par jour. Ce chiffre n'est pas symbolique. Il est opérationnel. Et il crée une contradiction immédiate entre le discours public et la réalité sur le terrain. Il n'existe pas, chaque jour, 3 000 migrants criminels correspondant à ce quota. La conséquence est mécanique. Des interventions dans des domiciles, des entreprises, des lieux de travail, des intrusions qui soulèvent des questions constitutionnelles, non pas parce que quelqu'un l'affirme idéologiquement, mais parce que la pression du chiffre l'exige. Maintenant, observe la dissonance. D'un côté, un discours qui parle de sécurité ciblée, de l'autre, une machine contrainte d'élargir ses filets pour satisfaire un objectif arbitraire. C'est là que quelque chose se fissure. Ce n'est plus une politique guidée par des résultats, mais par des quotas. Et quand une stratégie commence à privilégier la performance interne plutôt que l'effet électoral, elle devient politiquement toxique. Voici la ligne qui change tout. Une politique peut être dure et populaire, mais quand elle devient visiblement incontrôlable, elle cesse d'être défendable. À ce stade, l'ampleur du problème est devenue évidente. La situation n'est pas simplement chaotique, elle est en train de se propager comme un feu incontrôlable au sein même du Parti républicain. On peut le voir dans l'absence de réponse claire et coordonnée à la défaite électorale. Au lieu de remettre en question les fondements de la stratégie, certains cherchent à rejeter la faute sur les alliés internes. Ce n'est pas juste une critique politique, c'est un piège. Stephen Miller, en tant qu'architecte de cette politique radicale, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Ses stratégies, qu'elles aient visé à renforcer la base républicaine ou à imposer une discipline interne, sont désormais responsables de certains des plus grands échecs électoraux du parti. Mais ce qui est inquiétant, c'est que tout le système reste figé. Les mêmes acteurs, les mêmes stratégies, sans remise en question réelle de la direction à suivre. Et voici la dimension alarmante de la situation. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Parti républicain pourrait bien avoir des répercussions bien au-delà des élections de novembre. Le rôle de Miller et des figures associées à lui n'est pas juste un problème ponctuel. C'est le signe d'un système bloqué où la radicalisation d'un côté entraîne une radicalisation de l'autre et où toute tentative de compromis semble abandonnée. La question qui reste maintenant n'est pas simplement de savoir si le GOP va réussir à récupérer les pertes. C'est de savoir si une défaite aussi marquante changera fondamentalement la dynamique du parti ou s'il continuera sur cette trajectoire malgré tout. Si cela continue, quel impact aura cela sur les futures élections, sur la direction du pays et sur la manière dont le GOP sera perçu par le reste du monde? Nous arrivons maintenant à un point crucial. L'impact de cette stratégie ne peut plus être ignoré. Elle dépasse les simples questions de politique. Ce n'est plus seulement une bataille interne pour les sièges ou les districts. Ce qui est en jeu, c'est l'intégrité d'un système politique. Un système où des actions apparemment tactiques deviennent des enjeux fondamentaux pour la direction future du pays. Il est évident que cette approche n'a pas seulement échoué à sécuriser les sièges républicains. Elle a aussi commencé à éroder la crédibilité de tout le processus électoral. Si des pratiques de déportation massive sont imposées avec des quotas irréalistes, si la politique d'immigration devient un outil de manipulation électorale, l'ensemble de l'opinion publique pourrait se détourner de la politique traditionnelle. Mais voici le problème fondamental. Ce n'est pas un échec isolé. C'est le produit d'un système qui fonctionne à la pression, à la division, et qui semble incapable de revenir à un équilibre. Si cette tendance continue, si ce genre de politique devient la norme, ce n'est pas seulement une question de pertes électorales, c'est une question de légitimité politique. Ce qui est en train de se dessiner, c'est un système qui se nourrit de l'extrême, de la radicalisation et où aucune forme de dialogue modéré n'a sa place. Cela pose la question de l'avenir du pays. Où allons-nous quand ceux qui tirent les ficelles s'enfoncent dans des stratégies de plus en plus dangereuses? Le vrai tournant est là. Ce n'est plus une question de politique intérieure. C'est un tournant stratégique pour tout un camp. Nous voici face à une bifurcation. Deux chemins se dessinent à l'horizon et ils dépendent tous deux de la manière dont cette dynamique actuelle sera gérée. D'un côté,
On pourrait voir une évolution vers un retour à un modèle républicain plus modéré, une réévaluation des politiques d'immigration et une tentative de reconstruire un dialogue qui engage réellement les électeurs. Ce chemin nécessiterait une remise en question profonde des stratégies de Miller et de son approche radicale. Mais de l'autre côté, la route pourrait être bien plus sombre. Si la pression interne reste aussi forte, si des voix continuent à défendre les politiques de déportation massive et à diaboliser toute tentative de compromis, alors le GOP pourrait bien se retrouver à se diviser davantage, perdant encore plus de terrain face à une opposition démocrate qui se renforce. Et voici la vérité brutale. L'incertitude règne. Ce qui se passe maintenant déterminera non seulement les résultats des élections de novembre, mais aussi l'identité future du Parti républicain. Ce ne sera pas une simple victoire ou défaite électorale. C'est une réinvention du système politique américain et celle-ci est loin d'être écrite. Ce qui va se passer dans les semaines à venir ne sera pas seulement influencé par les stratégies politiques, mais aussi par les choix personnels, les alliances et les dissensions au sein du GOP. Chacun de ces choix va peser lourd dans la balance. Maintenant, la question est: quel sera le prochain mouvement stratégique et quel prix devra-t-on payer pour ce chemin? Ce que cette situation met en lumière, c'est que tout peut basculer en un instant. Cette politique qui semble vouloir renforcer un camp commence à le détruire de l'intérieur. La stratégie de Stephen Miller, conçue pour être un levier politique, pourrait bien devenir le catalyseur d'une rupture irréversible. Si cette dynamique continue, si le GOP persiste à se concentrer uniquement sur des politiques extrêmes au lieu de chercher des compromis, il y a un risque clair de marginalisation. La base électorale pourrait se fragmenter davantage. Et cela ne concernera pas que les prochaines élections. Cela pourrait redéfinir la politique américaine pour les années à venir. Mais voilà le cœur du problème. La manière dont cette situation est gérée déterminera non seulement l'issue de cette élection, mais aussi la direction du pays. Si les républicains ne trouvent pas un moyen de se réinventer, d'adopter des solutions moins polarisantes, ils risquent de sombrer dans une spirale qui leur échappe. Ce qui semble être un simple choc électoral pourrait se transformer en une crise profonde pour le système politique. Et à chaque étape, le parti devra décider: persister dans cette voie dangereuse ou se réajuster avant qu'il ne soit trop tard. L'enjeu n'a jamais été aussi élevé. Le prochain mouvement sera décisif. Ce que l'on observe maintenant, c'est bien plus qu'une simple bataille électorale. C'est une remise en question profonde des mécanismes qui façonnent notre politique. La montée en puissance des extrémismes politiques n'a pas seulement transformé les partis, mais a profondément altéré le système même de gouvernance. Si cette trajectoire continue, la question n'est plus de savoir si le Parti républicain peut se redresser, mais s'il le souhaite vraiment. L'histoire nous montre que ces ruptures peuvent souvent précéder une transformation majeure. Les partis politiques ont survécu à des crises, oui, mais au prix de changements radicaux. Alors, le choix qui se pose aujourd'hui pour les républicains ne concerne pas seulement la victoire ou la défaite aux urnes. C'est bien une question de réinvention. Si tu te souviens de l'ancien système, ce n'était pas parfait. Mais ce qui est certain, c'est que cette époque où les extrémismes dictent les règles du jeu pourrait bien être en train de se terminer. L'enjeu est de savoir si le changement viendra de l'intérieur ou s'il sera imposé de l'extérieur. Là où nous allons dépendra de l'ensemble du système. La politique des États-Unis pourrait très bien entrer dans une nouvelle ère, soit en réinventant un compromis, soit en s'effondrant sous le poids des divisions. Et à chaque élection, à chaque mouvement stratégique, une question revient. Quel futur politique sommes-nous vraiment en train de forger? C'est une question qui n'a pas de réponse simple, mais elle mérite d'être posée. Et le prochain chapitre, c'est maintenant. Pour ne rien manquer, abonne-toi et continue à suivre cette analyse de près.